Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Made in 243 podcast. Je suis avec Jean-Marc, merci. Et on voudrait parler aujourd'hui de la confiance en soi. Tu peux développer un peu plus, Jean-Marc, sur ça? Oui, en fait, je voudrais juste qu'on imagine, par exemple, une équipe où, bon, imaginons 2 équipes. Dans la première équipe, tout est fluide, les décisions sont rapides, les discussions sont ouvertes et surtout, les choses avancent plus rapidement. Et dans la seconde équipe, chacun doute des intentions des autres. Il faut tout vérifier, il faut tout contrôler et les choses prennent vraiment du temps pour qu'elles soient réalisées. À ton avis, c'est quoi la différence? Pour moi, je dirais la confiance parce que dans la première équipe, il y a un manque, on voit que les choses sont fluides parce que les gens se font confiance. Dans la deuxième équipe, les choses sont difficiles à réaliser tout simplement parce que les gens ne se font pas confiance. Et donc, je pense que la confiance, c'est un élément très important qui rend toute relation fluide. Et j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui parce que je pense que Wow. c'est un sujet qui peut intéresser notre audience, qu'ils soient entrepreneurs ou employés. Tu penses que la confiance c'est aussi culturel? Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué, par exemple, en Angleterre et en vécu en Afrique. Et la différence, par exemple, en Afrique, on se fait pas confiance. OK? Mmh. Et il y a quelque chose qui m'a frappé au début de mon séjour en Angleterre, c'était la confiance que les gens ont envers les autres. Mmh. Par exemple, tu peux appeler un garagiste, par exemple. Il t'a jamais vu. Tu lui dis, par exemple, OK, je veux que tu puisses faire le service de mon véhicule. Ça veut Mmh. dire, les services impliquent des charges. C'est-à-dire, ils doivent acheter les matériels pour remplacer dans ton véhicule. Ils t'ont jamais vu. Ils ne sont même pas sûrs si tu vas venir, mais ils te croient pa- parce que tu as dit que tu viendras. Parce que je vais venir mercredi, par exemple. Tu n'as rien payé, mais eux, ils vont déjà dépenser de l'argent pour acheter les matériels qu'ils vont utiliser pour faire le service de ton véhicule. Pas seulement ça, il y a beaucoup d'exemples où tu t'es dit, ça m'avait vraiment frappé pour dire, ouais, ici, vraiment, les gens s'y font confiance. Mmh. Tu vois, et tu le vois même dans la façon dont la société est en train d'évoluer, tu vois. Et en Afrique, on a du mal à se faire confiance. C'est vrai que c'est par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à les gens peut-être ne tiennent pas à leur parole, la parole peut-être ne dit rien à beaucoup de gens, tu vois. Et ça a créé cette culture où avant que je fasse quelque chose, je dois voir, tu vois. Et je dois vérifier, par exemple, parce que je peux pas simplement te faire confiance. Les gens ne sont pas dignes de confiance. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je crois que tu as soulevé un point important, l'importance de la parole donnée. En Afrique, la parole donnée ne vaut pas beaucoup. Donc, tu peux être dans une affaire, on se dit, OK, on va faire ABC, mais en Afrique, c'est vraiment facile de ne pas tenir ses promesses. Et donc, je dirais, un des comportements les plus importants pour vraiment euh, augmenter le niveau de confiance, opérer à la vitesse de la confiance, c'est de parler franchement et de respecter sa parole. Et donc, comme tu l'as dit, dans certaines cultures, la parole, on accorde beaucoup d'importance à la parole dans certaines cultures et pas dans d'autres. En Afrique, bon, ça veut rien dire. En Afrique, on accorde de l'importance à l'écrit. Je sais pas si tu as remarqué, si tu veux être prise au sérieux, il faut que tu viennes avec un contrat écrit et je crois que ça suscite une certaine peur. Parce qu'on se dit, si la personne ne respecte pas le contrat, il sera poursuivi. Mhm. Et donc, on accorde plus d'importance à ce qui est écrit plutôt qu'à ce qui est parlé. Et je crois que c'est un paradigme qu'il faut qu'on change en Afrique. Mhm. Parce que il y a une chose que j'ai remarqué aussi. Par exemple, quand tu vas chercher du travail en Afrique, tu dois amener les preuves, les diplômes, des Mhm. choses qui sont le preuve des compétences que tu dis avoir. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, par exemple, en Angleterre, ils n'en ont pas besoin. Ah oui? Tous les emplois que j'ai eus en Angleterre, jamais on m'a demandé une preuve de mon éducation, de mon diplôme. Jamais. Tu passes les interviews, on assesse tes compétences Mhm. dans une interview, ça peut être une interview technique ou une interview avec des gens autour de toi, Ouais. mais
il n'y a pas de preuve. Et nous, par exemple, entre nous, qu'est-ce qui prouve que tu as vraiment travaillé dans cette entreprise? Qu'est-ce qui prouve que tu as vraiment ces compétences? Mais dans nos cultures, par exemple, c'est vrai que c'est pas vraiment tout, on parle pas de toute l'Afrique, on parle de notre propre expérience, par exemple, le Congo. Toi, tu peux peut-être parler, tu as été dans plusieurs pays en Afrique, par exemple, tu peux parler de ces pays-là. Au Congo, par exemple, pour avoir un emploi, tu dois démontrer tes compétences. Tu dois envoyer les copies de tes diplômes. Tu vois, on te croit pas sur parole que tu es allé à l'université ou bien tu as telle compétence. Tu dois prouver ces compétences. Et dire, confiance, c'est quelque chose de rare. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a du mal à respecter la parole. C'est vrai qu'on a bon, c'est peut-être pour ça aussi, parce que on a du mal, en tout cas beaucoup de gens ont du mal à respecter la parole donnée. Et donc, l'interlocuteur a toujours besoin d'une certaine preuve. Et pour rebondir sur ce que tu viens de soulever, quand tu cherches du boulot, il faut prouver que tu as les compétences que tu as. C'est normal. Peut-être qu'en Angleterre, c'est différent. Parce ils ont peut-être fait en amont une vérification des références sans qu'ils te disent. Mais quelque part, tu sais qu'il y a beaucoup de cas aussi, si je dois ouvrir une parenthèse, beaucoup de cas de personnes qui ont postulé à des jobs et qui, en réalité, n'ont pas l'expérience. Ils ont dit qu'ils ont travaillé à tel endroit, mais quand on fouille un peu, ils n'ont jamais travaillé à cet endroit-là. Ils ont dit qu'ils ont obtenu un diplôme de telle école, mais quand on fouille un peu, il a juste fait un summer, je sais pas, il a fait un summer internship ou il est juste passé pendant quelques semaines. Imagine, moi j'ai fait YALI. YALI, c'est un programme Young African Leaders. C'est un programme de 6 semaines, hein, aux États-Unis. Tu vas là-bas juste pour un programme d'échange, voilà. On appelle ça Exchange Program. Tu y vas pour 6 semaines et puis après tu vas écrire sur ton CV que tu as eu un master de, de Rutgers University, alors que c'est pas le cas, tu vois. Donc, pour des cas comme ça, je crois que c'est quand même important, même si, bon, voilà, on peut te faire confiance sur parole, mais c'est une parenthèse que j'ouvre, hein, mais c'est quand même important de faire une petite vérification. Oui, donc j'ai dit ça dans le sens où ce n'est pas seulement, c'est vrai que on assesse tes compétences. C'est-à-dire, Mhm. tu passes des interviews qui doivent démontrer que tu as en fait les compétences que tu dis avoir. Ouais. Tu vois? Mais la différence maintenant, par exemple, je sais pas si c'est juste le monde francophone ou c'est le monde anglophone, mais dans le monde francophone, par exemple, à la RDC, tu dois tes compétences peut-être, on ne les assesse pas d'une manière comme dans une interview, mais c'est beaucoup plus: «Envoie-nous tel document, envoie-nous tel diplôme». Ouais, c'est vrai. C'est pourquoi on met aussi beaucoup plus tu vas remarquer que dans ces cultures, on met beaucoup plus d'importance sur ces diplômes, sur des papiers les Mhm. diplômes qu'on reçoit à l'université. Les gens ne s'inquiètent pas vraiment à développer les compétences à l'université. Il suffit que je puisse avoir ces diplômes, ça va, ça passe. Parce que quand j'irai chercher un travail, on va pas vraiment me demander mes compétences, on va pas vraiment tester mes compétences, on voudra voir ces diplômes. Tu vois? Et c'est un peu un trade-off. C'est-à-dire que parfois on néglige vraiment les compétences juste parce qu'on a besoin de papier. Mais dans le monde anglophone, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu peux prouver que tu es capable de faire ça. OK, c'est bon. On s'en fout de tes diplômes. On te teste, on voit que tu es capable de faire ce travail, tu as ces compétences. On y va, on avance. Tu vois? Ouais. Absolument. Et justement, dans le monde anglophone, ils parlent franchement. Mhm. Tu vois, ce qui est différent dans le monde anglophone du monde francophone, c'est que eux, ils parlent au moins franchement. Chez les francophones, on est trop diplomate. On dit pas directement, même quand on est inconfortable, avec une certaine vérité. En fait, on dit pas la vérité. On est trop diplomate et un peu, je dirais, on n'est pas vrai, au fait. Mhm. On n'est pas authentique. Et Mhm. j'ai remarqué ça aux États-Unis. Tu vas quelque part, j'ai fait des interviews aux États-Unis. On te dit directement, hein, tu fais une interview et puis après on te dit non, on ne pense pas que tu corresponds au profil qu'on recherche. Mhm. Mais tu vas dans une entreprise francophone, par exemple en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on va pas te dire, hein, en- On va non, dire, même oui. pas. Tu sais, on va pas te dire franchement que on n'a pas besoin de toi. Et justement, comme tu as dit, on va te rappeler. Ils vont te dire, Et ils te on va te rappelleront jamais. rappeler, on te revient, mais on va jamais te revenir. Mhm. Et donc,
dans des cas comme ça, même l'entreprise qui fait cette interview, on peut pas faire confiance à cette entreprise, à mon avis. Mhm. Et donc, je pense que parler franchement, c'est un comportement qu'il faut adopter. Même si la vérité est inconfortable, il faut qu'on sache parler franchement pour inspirer confiance. On doit copier des anglophones. Et je parle des Américains, bon, peut-être des Britanniques. Je connais pas trop bien les Britanniques, mais les Américains, ils sont cash, hein. Ils parlent franchement, même quand ça fait mal, ils le disent. Mhm. Quand tu es Le- un entrepreneur, par exemple, mhm. tu as des investisseurs qui viennent investir dans ton entreprise. Au Congo, il y a beaucoup qui aiment cacher la vérité. Ils vont pas nécessairement dire quels sont les défis de son entreprise. Ils vont masquer les difficultés. Vraiment, pour faire confiance, il faut être clair. Et moi, j'ai vu des cas où les gens, tout simplement parce qu'ils ont été francs et honnêtes, même s'ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait, même s'ils correspondaient pas à tous les critères, on les a choisis eux. Je vois ça aussi dans le recrutement. On cherche une compétence X et la personne dit qu'elle n'a pas cette compétence mais qu'elle est prête à apprendre. J'ai vu dans des panels, on a choisi des personnes qui ont été franches en disant qu'elles sont prêtes à apprendre plutôt que des personnes qui ont dit qu'elles ont telle ou telle qualification ou telle compétence, tout simplement parce que la personne a parlé franchement et elle a inspiré confiance. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour bâtir cette confiance étant entrepreneur ou étant employé? Pas seulement employé, mais étant manager aussi, par exemple, dans une entreprise où tu travailles avec d'autres personnes. Comment est-ce qu'on crée cette atmosphère de confiance? Je dirais la première chose, c'est de savoir parler franchement. Tu vois, quelqu'un qui ne dit pas clairement ses intentions, quelqu'un qui ne dit pas clairement ses objectifs, quelqu'un qui dit pas clairement ce qu'il pense, on peut pas lui faire confiance. Et donc, moi, je pense que parler franchement, c'est vraiment le comportement numéro un à adopter. Il faut savoir parler franchement. Même si la vérité est inconfortable, il faut parler franchement. La deuxième chose, à mon avis, c'est vraiment de démontrer du respect envers les autres, valoriser les autres, écouter les autres, reconnaître la valeur des autres. Par exemple, tu es manager, tu as parlé de manager ou d'entrepreneur. Tu es manager, quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire, tu lui as confié un projet, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Un manager lambda, lui, va pas reconnaître ce que l'autre fait. Il va ignorer complètement ce que l'autre fait. Mais démontrer du respect consiste à reconnaître ce que l'autre fait, même si il a fait plus que toi, le manager. Mhm. Juste reconnaître que voilà, et les remercier publiquement. Beaucoup de managers ne savent pas le faire. Remercier publiquement pour leur travail et leur engagement. Disons, de prime abord, comme ça, tu vas penser que ça vaut rien, mais c'est un comportement qui peut susciter la confiance. Et la troisième chose, bon, je vais aussi avoir ton avis. La troisième chose, à mon avis, c'est vraiment de créer la transparence. Hein, tu vois, ouvrir le dialogue, partager les informations, ne pas cacher ses intentions. Quand on crée cette transparence, exemple, par exemple, si euh, tu as, on est dans une entreprise, tu es chef d'entreprise, et toi qui connais les chiffres, tu as une équipe qui travaille avec toi. Le simple fait d'afficher ces informations à toute l'équipe, ça peut susciter la confiance, ça peut créer une confiance sans que tu fasses quoi que ce soit. Le simple fait de dire, OK, chers amis, ce trimestre, on a réalisé 300 000 dollars. Sur les 300 000 dollars, on a payé 100 000 pour ce qu'on doit. Et puis, les 200 000 sont dans le compte bancaire. Voilà comment on va partager ça. Vous aurez vos salaires. Tu vois un peu, tu crées une sorte une transparence. Déjà, c'est trois choses. Parler franchement, démontrer du respect et créer la transparence. C'est très Mhm. important. Je ne sais pas quels sont tes avis. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur comment créer cette confiance? Parler franchement, par exemple, j'ai travaillé avec les Britanniques, j'ai travaillé avec les Américains. La différence entre les deux, c'est que les Américains sont vraiment franches. Quand ils doivent parler, Mhm. c'est vraiment direct. Et parfois, c'est inconfortable. Parce que quand tu vas travailler avec les Britanniques, ils sont aussi directs, mais parfois, il y a beaucoup de détours pour qu'on te dise Mhm. quelque chose, tu vois. Et il y a ce respect-là parfois qui se crée entre
le manager et les employés, par exemple. Il n'y a pas une Ouais. grande différence, tu vois. C'est pas comme en Afrique où l'autorité, on a très peur de l'autorité. En Angleterre, c'est pas le cas. C'est pas le cas. L'autorité, mon manager, c'est mon ami. Je l'appelle par son nom. Je lui dis ce que j'ai fait, ou ce que je veux, ou ce que je ne veux pas. T'es Mhm. vraiment à l'aise. C'est la culture, en fait. Et quand tu travailles maintenant avec les Américains, tu trouves que, et eux, c'est vraiment, la hiérarchie est vraiment importante pour eux. Tu vois, Mhm. les chefs, c'est comme au Congo. On doit respecter les chefs et trucs. Et les chefs, ils te parlent directement. Tu vois, il n'y a pas de Mhm. détour, il n'y a pas de gauche à droite. Et quand tu as passé du temps avec la culture britannique, parfois c'est inconfortable, tu vois. Et ça m'a pris du temps, en fait, de m'adapter un peu à travailler avec les Américains parce que je les trouvais un peu rudes, je les trouvais un peu, Direct. ouais, très directs, je dis, tu vois. Ouais. Mais parfois, on a besoin de ça. Il faut toujours avoir un tact, de toute façon, tu vois. Quand tu es manager, il faut Ouais. savoir avoir le people skills. Comment est-ce que tu C'est ça. parles aux Mhm. gens aussi. C'est vrai, il faut être direct, mais il faut savoir comment est-ce qu'on aborde des sujets importants parce que c'est important de savoir que on n'est pas tous motivés par la même chose. Quand on travaille, par exemple, il y a ceux-là qui sont motivés par l'argent, il y a ceux-là qui sont motivés par la façon dont on les traite, par exemple. C'est cette recherche sur la motivation qui a été faite par, enfin, c'est Herzberg, je crois que c'est Herzberg, Ouais. qui a, Iceberg, oui, oui. ouais, J'ai qui a lu un fait peu. la recherche sur la motivation. On n'est pas tous motivés par la même chose. Donc, étant manager, tu dois savoir qu'est-ce qui motive en fait les gens avec qui tu es, tu vois. Absolument. Et là, c'est le point 2. Tu as parlé le point 2, tu as dit c'était quoi? Tu as dit c'était, le point un, c'est parler franchement. Le point 2, Mhm. c'est, Démontrer du respect ouais, envers les autres. démontrer du respect envers les autres, c'est Ouais. dans le sens de la motivation. Par exemple, il y a certaines personnes qui ne sont pas motivées par l'argent. Si ce ne sont pas respectés, c'est peut-être le respect qui leur motive. Si ce ne sont pas respectés, il va partir. Tu vas perdre les talents parce que Ouais. il n'est pas motivé par l'argent. Il y a Mhm. certaines personnes qui sont motivées par la reconnaissance de leur Ouais. travail, de leur contribution. Et si toi, étant manager, tu ne sais pas démontrer cette reconnaissance, ce qui les encourage, qui les motive, tu risques de perdre aussi du talent. Ouais. Tu vois? Connaître ce qui motive les gens, ça te permet de créer cette confiance, ça te permet de savoir, par exemple, OK, cette personne est motivée par l'argent. OK, il faut peut-être lui ajouter de l'argent. Cette personne est motivée par le respect. Cette personne est motivée par la reconnaissance. Tu as parlé d'un point important quand tu as dit que quand quelqu'un fait du bon travail, il faut le reconnaître. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué chez les Britanniques, que j'ai Mhm. peu remarqué chez les Américains. Ils en ont aussi, mais les Britanniques sont vraiment très forts dans ces domaines. Quand tu fais quelque chose, même si c'est vraiment une petite chose, mais qui contribue à l'entreprise, je te dis, ils sont vraiment reconnaissants. Je me rappelle, j'ai travaillé un shift de nuit dans une entreprise de la place. C'était dans les IT, les domaines informatiques et trucs. Ouais. Et la personne qui devait me remplacer le matin à 6 heures s'est rendormie, il ne s'est pas réveillé à temps. Et au lieu de quitter le bureau à 6 heures, j'ai quitté le bureau ce jour-là à 9 heures. Tu vois? De mes droits, j'avais le droit de quitter à 6 heures. Même si la personne qui allait me remplacer n'était pas venue, je pouvais quitter, laisser tout et partir. Mhm. Mais ça allait laisser mon équipe, j'allais laisser personne, quelque chose peut se passer, les serveurs que nous sommes en train de gérer, quelque chose peut se passer. Alors je suis resté jusqu'à 9 heures. Mais tu sais ce qui s'est passé? Quand mon manager a entendu que je suis resté jusqu'à 9 heures, mais quand je suis revenu au travail le jour d'après, il fallait voir comment il était reconnaissant. Et le manager de mon manager m'a même appelé juste pour me remercier. Wow. Tu vois? Donc, ça veut dire que ça te donne cette motivation-là. La prochaine fois, tu vas encore faire plus. Parce que ce n'est pas de l'argent. Ils m'ont pas donné de l'argent. Ils m'ont pas fait une augmentation, quoi que ce soit. Mais juste la reconnaissance. C'est Ouais. arrivé, c'est allé jusque au manager de mon manager. Et il a pris son temps de m'appeler pour me remercier par rapport à ça. Ça te donne cette considération et ça te motive encore davantage pour être Mhm. là. Et c'est un des sujets je trouve un peu différent entre les Britanniques, les Américains. Le troisième, tu as parlé de la transparence. Oui. C'est vraiment important, en fait, d'avoir la transparence. Je me rappelle encore quand on commençait des entreprises, par exemple au Congo, tu formes une équipe d'amis avec qui vous travaillez
Et moi, j'ai toujours été transparent, par exemple, par rapport aux entrées, par rapport aux sorties, parce que Ouais, c'était une start-up, vous êtes en train de développer, mais je sais que c'est pas quelque chose que nous faisons facilement. Par c'est vrai. exemple, c'est quelque chose où on cache des informations parce que on ne veut pas que les autres sachent exactement combien est-ce que on fait. Et tu vas te rendre compte même que dans des pays anglophones, on sait par exemple telle personne euh, vaut autant. On connaît par exemple le net worth des Mm. gens, tu vois. Mais par exemple au Congo, il y a des gens qui sont millionnaires, mais tu ne le sauras jamais parce qu'il n'y a pas cette transparence-là. Les gens ont peur. On Ils n'a ont pas, peur. on n'a pas confiance. Mais il faut aussi dire que les réalités en Afrique sont très différentes. Mais je pense que les tendances commencent à changer quand même. De Mhm. plus en plus, les gens commencent à afficher un peu leurs finances personnelles. Ici en Côte d'Ivoire, par exemple, je vois que les gens qui ont réussi n'ont plus peur de partager les secrets de leur réussite. Ils n'ont Mhm. plus peur de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai pu générer tel montant. J'ai pu générer tel montant. Et ils le disent publiquement. Ils font même des podcasts où ils disent ça publiquement. Je crois que cette tendance commence à changer. Et j'ai aimé ce que tu as dit à propos de ton expérience. Tu as travaillé jusqu'à 9 heures, c'est-à-dire 3 heures de plus, au-delà de ton shift. Malheureusement, nos environnements africains, là, c'est des choses qu'on voit pas souvent, hein. Quelqu'un qui travaille, qui se bat, qui est vraiment engagé dans son boulot, mais qui n'est pas reconnu pour sa contribution. Et je crois que c'est vraiment des choses qu'on doit prendre. On doit copier ça. Et puis, en tant que manager ou même en tant qu'entrepreneur avec une équipe, c'est important de reconnaître la contribution euh, Des de autres. nos équipes. Pour ceux qui nous entendent, qui sont entrepreneurs, je crois que c'est vraiment un conseil important à prendre. Mhm. Non, Ouais. mais ouais, moi, je pense que ça vient. Moi, j'ai étudié le management, business management. Et parfois, quand j'étais en cours, il y a des choses que j'apprenais, je me disais, waouh, mon manager ne connaît rien du tout. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont été promues managers parce qu'ils étaient là pendant longtemps dans une entreprise. Oui. Mais ils Ou n'ont pas parce qu'ils vraiment, ont, oui, mais pardon, ou parce qu'ils ont des compétences techniques aussi. oui, exactement, parce qu'ils ont des Ouais. compétences techniques. Mais Mhm. il y a un point très important, c'est les people skills. Est-ce que tu sais gérer les gens? Parce que tu ne peux pas Exactement. simplement devenir manager parce que tu as passé beaucoup de temps dans une entreprise, tu as des compétences techniques. Mais les plus importants, parce que j'ai eu un travail où, juste en pensant à mon manager, j'avais pas envie d'aller au boulot. Wow. Tu vois? Parce que mon manager, et quand je me disais, quand j'apprenais le management, je me disais, waouh, mon manager est juste devenu manager parce qu'il a passé beaucoup de temps dans l'entreprise, mais il ne sait pas gérer les gens. Et ça sont des choses, par exemple, que les gens qui sont vraiment au niveau plus élevé, CEO, ne savent pas que les gens qu'ils ont mis là pour manager les autres sont peut-être les raisons que les gens sont en train de quitter l'entreprise. Parce que ces gens-là ne savent pas gérer les gens. Oui, ce que tu dis est très vrai, parce qu'il y a une étude de Gallup qui a démontré que une grande partie de personnes qui démissionnent pas à cause d'une meilleure opportunité, mais à cause de mauvais managers. En tout cas, ils ont fait une étude longitudinale. Bon, est-ce que c'est le terme? Ils ont fait une étude en tout cas sur plusieurs pays et c'est ça qui est ressorti. Beaucoup de personnes qui démissionnent à cause d'un mauvais manager. Et c'est un point important. Et ça m'inspire une autre idée que certains managers qui n'ont pas les compétences humaines n'ont pas le courage de reconnaître leurs erreurs. Malheureusement, ils n'ont pas le courage de reconnaître qu'ils sont pas compétents dans ce domaine, le domaine des relations humaines. Et je crois que ça aussi, ça peut être un comportement à adopter. Reconnaître ses erreurs, ça peut, tu vois, quand tu es vulnérable face à tes erreurs, ça peut même inspirer confiance. Beaucoup de gens cachent leurs faiblesses derrière les compétences techniques et ils cachent leurs erreurs. Mais quand tu es face à un manager qui dit, ah, j'ignore ça, ou voilà, j'ai fait une erreur, ou peut-être qu'il t'a mal parlé, et qui te dit, je suis désolé, j'ai peut-être affecté euh, ton moral à travers mes paroles, je m'excuse. Tu vois, même ton niveau de confiance augmente. Le manager est même plus crédible, on se sent
plus humain, plus vulnérable, tout simplement parce qu'il a reconnu ses erreurs. Et donc le quatrième point, je crois c'est le quatrième point, je crois reconnaître ses erreurs aussi peut être source d'inspiration de la confiance. Ouais, Donc, si on part par le fait qu'il y a différents types de leadership, par exemple, être vulnérable, ça tombe dans le leadership authentique. Le leadership authentique, c'est l'un des leaderships le plus importants, par exemple, dans une entreprise ou peu importe, même dans la vie. Le leadership authentique, c'est savoir que je peux être vulnérable comme manager. Tu vois, être ouais, plus authentique. Ça veut dire que je ne viens pas avec un masque au bureau ouais. pour apparaître comme si j'étais immunisé à tout, ou Mhm. je ne fais pas des erreurs, je suis super extraterrestre, tu vois. Ouais, Mais reconnaître que je suis humain comme vous et le leadership authentique ouvre en fait le porte pour que les autres te disent ce qu'ils aiment ou n'aiment pas chez toi. Et que c'est ça. tu aies le courage, en fait, d'écouter aussi et d'accepter, tu vois. Et c'est pourquoi je vois il y a des entreprises plus en plus introduisent le 360 feedback, le Ouais, feedback 360 à la fin de l'année, par exemple, ou à la fin des trimestres, les employés évaluent leurs managers. Les managers évaluent les employés et les employés aussi évaluent les managers parce que ça permet au manager d'avoir de feedback aussi. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne pourra jamais te dire en face. c'est ça. Et tu sauras peut-être pas t'améliorer, tu sauras peut-être pas que tu es en train euh, de t'égarer étant que manager ou bien de mal gérer les gens. Mais quand on te Ouais, donne ces feedbacks, je me rappelle en 2000, c'était en 2020 ou 2019, on a eu ces 360 feedback où on a donné un feedback à notre manager. Il avait une équipe de 5. On faisait partie de son équipe. Et nous tous 5, on avait que un mauvais feedback pour lui. Et le lendemain au bureau, les gars, on avait l'impression qu'il allait pleurer, tu vois. Et puis il nous disait, ah, vous avez dit ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Mais je me dis, mais tu savais pas peut-être, mais c'est ce que nous remarquons. hum. C'est ce que Vous nous n'étiez pas voyons. concerté. On s'était même pas concerté, mais ce sont des choses, comme on est dans une même équipe, ce sont des choses qu'on se plaint tout le temps de sa Hum. façon de gérer les choses, de sa façon de faire les choses. Et quand Ouais. on a eu l'occasion d'avoir le 360 feedback, ouais, on s'est délaissé là, on s'est vraiment lâché. On s'est dit, Mhm. OK, c'est les moments, parce que là, le 360, c'est anonyme. Il ne saura jamais qui a dit quoi, qui a dit quoi. Ah, c'est ça, au fait, c'est ça il faut faire attention à ça, hein. Ça dépend aussi de la culture de l'entreprise en question, tu vois. Si tu te retrouves dans une entreprise où il y a la culture de Robert Mugabe qui te dit, I guarantee freedom of speech, but not freedom after speech. Donc, ça veut dire, il te garantit, tu vas t'exprimer comme tu veux, mais il garantit rien après, hein. Donc après, il va avoir des répercussions. Donc il faut vraiment faire attention aussi à ça. Faut aussi, bon, voir aussi quel est le tempérament du manager qui demande ce genre de feedback. Si c'est un manager qui est prêt à comment on dit retaliation en français. Rétalier, le tic au tac, ça veut dire qu'il vous Oui, rembourse, il vous paye monnaie de votre, on dit quoi? exactement. La monnaie de votre feedback, là. Ton feedback là que tu penses qui est constructif, il va t'attendre au tournant pour te Non, faire payer la mais monnaie. ce qui est bien, ça veut dire, ce qui est bien, par exemple, dans les entreprises anglophones, c'est qu'il y a cette culture-là déjà relax. Ça veut dire que tu ne peux pas simplement venir me causer du tort sans raison. Tu dois Hum, avoir tes raisons. Tu peux pas ouais. simplement, c'est pas toi d'ailleurs qui décide si je dois quitter ce poste ou pas. Tu peux être mon manager, mais c'est pas toi qui décide si je quitte un poste ou pas. Tu Mhm. vois? Ça veut dire que, et puis il y a la loi dans le pays qui protège le travailleur. C'est-à-dire, tu peux pas simplement te réveiller un bon matin. Tu dois avoir les raisons pour virer quelqu'un. Sinon, il vous amène en justice et c'est Hum, l'entreprise qui paye des millions de dommages et intérêts. Donc, ça veut dire que il y a cette culture, quand il y a cette culture-là, vous vous sentez protégé, vous avez la possibilité de parler, donner des ouais, feedbacks. Quand vous n'avez pas créé cette atmosphère-là dans l'entreprise où les employés se sentent protégés, vous n'avez pas de feedback. Et quand vous n'avez pas de feedback, vous ne savez pas améliorer les choses. Tu c'est vois? vrai. Hum. C'est vrai qu'il faut un cadre pour Mhm. vraiment gérer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut créer parce que un groupe
qui est motivé, c'est un groupe qui est productif. Et on ne peut pas être productif ou motivé quand on est dans un cadre, dans un environnement où on ne se fait pas confiance. C'est-à-dire les Exact. gens ont peur d'être virés, les gens ont peur des actions, par exemple, qu'est-ce que ça va rapporter, qu'est-ce que ça va faire. Par exemple, si j'ai commis une erreur, moi, quelles seront les répercussions? Et quand on crée ces cadres-là où les gens peuvent s'exprimer, tout en sachant qu'ils sont libres de s'exprimer, qu'il n'y a rien qui peut leur arriver, on a le vrai feedback qui nous permet en fait de créer des groupes qui sont productifs. Et un groupe qui est productif, ça avantage l'entreprise. Absolument. Un groupe qui est productif, ça avantage l'entreprise. À cela, je vais ajouter le fait que, tu sais, dans l'entreprise, il y a beaucoup de conversations qui se passent. Par exemple, il y a une réunion et puis après, il y a une autre réunion après la réunion. Et dans ces réunions, on parle de tout et de rien. La politique du bureau, on peut parler des gens, on peut parler des idées, on peut parler des plans. Mais dans nos entreprises, ce que moi j'ai remarqué, surtout dans les grandes entreprises, bon, je vais pas citer de nom hein, pour ne pas fâcher les gens. Surtout dans les grandes institutions, il y a ce qu'on appelle le gossip, office gossip. Mhm. Et ça m'amène au point suivant, c'est vraiment démontrer de la loyauté vis-à-vis de celui qui est absent. Ça peut aussi être un élément qui démontre de la confiance. Quand, par exemple, je suis avec toi, David, on travaille avec un autre collègue qui n'est pas là et je parle mal de ce collègue-là, est-ce que tu vas me faire confiance? Non, non. Parce que tu vas te dire que peut-être que je parle aussi de la même façon de toi avec quelqu'un d'autre. Et donc, Mhm. le fait d'être loyal vis-à-vis de la personne qui est absente, ça peut aussi être une source de confiance. Qu'est-ce que Mhm. toi t'en penses? Bien sûr, comme tu l'as bien dit, Oui, si tu parles mal de quelqu'un qui n'est pas là en ma présence, qu'est-ce qui me dit que tu ferais pas pareil quand je ne suis pas là? Donc, ça détruit la confiance qu'on s'est fait, parce qu'après, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'on dit derrière moi, c'est tu ça. vois? Et moi, j'aime bien, en fait, la culture britannique, par exemple, ils aiment bien faire des blagues, tu vois? Il y a des blagues qui se font, par exemple, au bureau, on se provoque, on se moque des uns des autres, mais dans une ambiance vraiment fraternelle. Tu Ouais. vois? C'est pas dans le mauvais sens. Mais et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est très rare que les gens viennent te parler du mal des autres. Tu vois? C'est vraiment très rare. C'est vrai qu'il y a, il y a des règles du HR dessus. Peut-être ce qui fait que les gens peut-être ont peur Mmh. euh, de faire des choses comme ça. Quel genre de Mais règles, par exemple? par exemple, les règles, par exemple, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, il y a des règles où tu ne peux pas parler du mal de quelqu'un, tu ne peux pas faire de blagues sur la politique, tu ne peux pas Mmh. faire de blagues sur la religion, tu vois? Ouais. Certaines choses, ça veut dire même quand on fait des blagues, mais derrière la tête, il y a des règles. Par exemple, imagine, il y a de cela 2 ans, on était dans une fête de Noël de l'entreprise. Mmh. OK? On est dans la fête, on est tous là, les gens de l'entreprise. Il y a aussi la dame du HR qui est là. Et il y a un gars, après avoir mangé, on a bu, il y avait du vin sur la table, je ne sais pas s'il était ivre ou quoi. Il s'est dit, je vais porter un toast. OK, il s'élève pour porter un toast. Il dit, ouais, je porte un toast il cite le nom de la fille, j'ai oublié le nom de la fille, disons Claire. Il dit, à Claire qui est enceinte de 3 mois. Oh! Imagine. Et on était tous là. What? Claire qui était là, elle a juste rigolé, tu vois? Elle a juste rigolé. Lui, il a continué son toast et puis et non, il a dit ouais à Claire qui est enceinte de 3 mois. Ah, je déconne, je déconne. C'est une blague. Ça, c'est vraiment une blague de mauvais goût, hein? Ouais, Claire a rigolé et c'est fini. 2 semaines après, je voyais plus le type au boulot. Il venait plus au boulot. Je demande, mais où est-ce qu'il est? On me dit, il a été viré, tu vois? Parce qu'après, Claire s'est sentie, parce que Claire avait pris un peu de poids. Mmh. Elle n'était pas enceinte et elle s'est sentie ridiculisée. Ouais. Soi-disant, peut-être parce qu'elle avait pris du poids, c'est pourquoi lui, il a dit qu'elle était enceinte. Ouais. Et après, Elle j'ai s'est entendu, plainte. oui, et j'ai entendu dire qu'elle est allée pleurer dans les toilettes et trucs. Donc, Oh! imagine. Et le gars a été viré. Et puis c'était un gars super intelligent, mais il est parti, tu vois? Ça veut dire qu'il y a toujours des règles, même quand on était à l'extérieur, on était dans un restaurant, on n'était même Mmh. pas au bureau. Tes actions, et on nous rappelle toujours, même quand on va dans des fêtes comme ça, on vous rappelle toujours, on vous dit,
que même si ce n'est pas le bureau, mais vous devez vous comporter parce que vous représentez l'entreprise. Mhm. Tu vois? Et il y a certaines blagues, oui, on peut faire certaines blagues, mais quand ça commence à offenser les autres, ça devient dangereux, hein. Ouais. Surtout quand tu empiètes sur la liberté des autres, ça devient très dangereux. Et si l'autre ne t'a pas donné la permission d'en parler, même si c'était vrai, il aurait fallu qu'il obtint la permission, la permission de la personne en question, ou laisser la personne elle-même s'exprimer avant de porter un toast. Mais c'est, waouh. Ça me rappelle la notion de, j'ai lu un livre, Les 7 habitudes des gens très efficaces, qui parle de la notion de euh, compte affectif, tu vois, le compte affectif, c'est-à-dire les actions qu'on fait peuvent avoir un impact sur le compte affectif de la personne à qui on parle. Par exemple, si je te fais un compliment, David, je dis, ah, David est très compétent, j'aime beaucoup ton travail, ça peut faire soit un retrait dans ton compte affectif, soit un dépôt. Dans ce cas, si c'est un dépôt, tu peux penser que tu es en train de faire un dépôt dans le compte affectif de quelqu'un, mais en réalité, tu fais un retrait. Le gars qui a fait un toast, soit dit, bon, pour lui, c'était peut-être un dépôt dans le compte affectif de la personne. Supposons que c'était vrai, que c'était une très bonne nouvelle, elle est enceinte de 3 mois, elle a fait cette confidence, et voilà, pour lui, bon, c'est une bonne nouvelle, on doit célébrer ça. Si la personne ne t'a pas donné la permission de le dire en public, tu fais un retrait dans son compte affectif. Tu vois le résultat, il est allé se plaindre. Mais si tu décides de lui offrir des fleurs en privé, dans ce cas, ça aurait pu être un dépôt dans son compte affectif. Donc quand tu parlais de ça, ça m'a un peu rappelé cette Mhm. notion-là. Je pensais que je me suis dit que ça pouvait aussi aider les autres. L'environnement, est vraiment important quand on essaye de bâtir, de créer cette confiance. Même si Mhm. la personne t'a dit quelque chose en confidence, tu n'as pas le droit de le dire en public, Non. tu vois? Et ce sont des choses qui font qu'on perde confiance les uns aux autres parce que Ouais. après, on sait plus parler, après, on sait plus s'exprimer ou se confier à quelqu'un parce que après, ça sera détalé en public, par exemple. Euh, donc, c'est important. Ce sont des petites choses comme ça. Et par exemple, pour garder la culture de l'entreprise, on ne joue pas avec ces choses. Ça veut dire, le gars est viré directement. Il n'y a pas Mhm. de sursis, il n'y a rien. Tu pars parce que on se rend compte que tu n'es pas une bonne personne pour la culture de l'entreprise, la culture qu'on essaye de créer. Et ça, c'est quelque chose qui retombe au manager parce que tu dois être en mesure de comprendre les gens avec qui tu travailles, les gens qui sont que tu diriges, savoir comment est-ce qu'il faut éliminer les choses, par exemple, qui peuvent les affecter. Oui, je dirais juste un dernier point qui peut contribuer à la confiance, c'est vraiment le fait d'obtenir des résultats dans tout ce qu'on dit. Parce que plus tu obtiens des résultats, on peut pas se fier à tes mots. Par exemple, si tu es entrepreneur ou même employé quelque part, tu dis, OK, je vais délivrer, je vais finaliser ce projet à telle date. Et puis après, la date arrive, tu n'as pas obtenu des résultats. Ça, en fait, ça ne suscite, ça n'inspire pas confiance. Et donc, le mot de la fin, c'est vraiment obtenir des résultats. La confiance, elle ne repose pas uniquement sur les mots. Il faut prouver son efficacité. Un entrepreneur ou un dirigeant ou un employé qui respecte ses délais et objectifs inspire la confiance de ses patrons ou de ses investisseurs. Donc, je vais finir sur ça. Il faut vraiment qu'on cherche à obtenir des résultats dans tout ce qu'on fait, quoi. J'aime bien ces points-là parce que ça me rappelle en fait Hem, même quand on parle de la confiance en soi, tu ne peux pas te mettre devant un miroir, répéter à chaque fois que j'ai confiance en moi, je suis Hmm. en français, on dit quoi? Je suis confident. En français, tu vas dire quoi? J'ai J'ai confiance confiance en en moi. moi. Oui, Hmm. j'ai confiance en moi. Par exemple, je suis une personne, j'ai confiance en moi. Tu ne peux Ouais, pas le répéter devant un miroir pour que ça devienne, quelque chose. Confiance, c'est bâti par des actions c'est ça. concrètes. Ça veut Mhm. dire que j'ai fait quelque chose qui me fait, par exemple, qui me rend fier. Et cette chose, c'est une preuve qui augmente ma confiance. Par Mhm. exemple, j'ai réussi cet examen.
ça augmente ma confiance. C'est les actions qui augmentent la confiance en soi plutôt que les simples paroles. C'est comme tu dis, il faut que ça vienne avec les résultats pour C'est qu'on ça. on crée cette confiance-là. On peut pas être seulement dans 2 mots. La confiance vient avec, les résultats. Tiens, Je bon, pense juste pour ouais. récapituler, on a Mmh mh. parlé de plusieurs points, hein. Mmh. Juste pour résumer, on a parlé du fait qu'il faut savoir parler franchement. Mmh. L'honnêteté, c'est vraiment la clé de la confiance. Deuxième chose, on a parlé de démontrer le respect vis-à-vis de l'autre, puisque si on veut inspirer confiance, il faut respecter l'autre, il faut respecter, valoriser la contribution de l'autre. Et puis troisièmement, on a parlé de créer la transparence. Quand tu es chef d'entreprise, il faut être transparent dans toutes les actions, afficher des chiffres et des objectifs à toute l'équipe pour éviter, les spéculations. Et aussi, on a parlé de corriger ses erreurs. Quand on est en erreur, on doit être assez humble pour, reconnaître ses erreurs et les corriger. On a aussi parlé du fait qu'il est important de montrer de la loyauté envers ceux qui sont pas là. Quand on est dans une discussion, on peut pas parler en mal de quelqu'un quand il est pas là, sinon ça n'inspire pas confiance. Et en dernier lieu, il est très important d'obtenir des résultats parce que on peut pas uniquement se fier aux mots, il faut vraiment des actions. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mmh. J'espère que ceux qui vont nous suivre seront édifiés. Ouais, je pense que ça a été une bonne conversation, Mmh, sur la confiance, comment on crée la confiance étant entrepreneur c'est ou ça, étant employé ou étant que manager. Comment on c'est crée ça. la confiance autour de soi, pour être plus productif et pour avoir, de bons résultats. Donc, à la prochaine. Merci David, à très bientôt.